Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH et RH Matin, réalisé avec notre partenaire iCIMS, une plateforme de recrutement qui va nous présenter un baromètre très intéressant sur l'expérience candidat. Merci pour votre participation pour cette nouvelle session vidéo live sur le thème très précis. Les plus grands groupes sont-ils des modèles en matière d'expérience candidat? Et naturellement, nous allons découvrir des enseignements à partir de ce baromètre iCIMS en collaboration avec HEC. Alors, c'est un très beau sujet de gestion RH pour cette rentrée parce qu'elle est marquée par une forte hausse de volume d'offres d'emploi en France. Et naturellement, ça concerne naturellement les grandes entreprises et plus globalement aussi le marché de l'emploi en France où on observe des cas de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Mais aussi géographique. Et naturellement, ce phénomène impacte l'activité des grandes entreprises. Pour ce séminaire, nous sommes un peu plus d'une centaine d'inscrits, donc bienvenue à tous les participants. Je me présente, Philippe Guerrier, rédacteur en chef de RH Matin, également en charge des technologies pour Newstank RH. Je vais laisser mes intervenantes d'iCIMS se présenter. Julie Atlan, on commence par vous. Est-ce que vous pouvez Bonjour. nous présenter votre fonction et puis présenter aussi un peu la société iCIMS, s'il vous plaît? Tout à fait. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Nous sommes ravis d'être en partenariat avec RH Matin ce matin pour présenter ce baromètre. Je suis donc Julie Atlan, je suis Content Manager et en charge des relations presse pour le groupe iCIMS, anciennement EasyRecruit, puisque nous allons bientôt fêter notre anniversaire de rachat par la société iCIMS, qui est donc une plateforme de recrutement qui a pour mission d'accompagner les professionnels RH dans l'attraction, l'engagement et le recrutement, mais aussi le développement des candidats au sein des entreprises. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Amandine Reitz. Alors, Julie, est-ce que vous pouvez nous donner l'anniversaire? Du coup, ça fait combien de temps que le rapprochement entre EasyRecruit et iCIMS est survenu? Et du coup, quelles sont les complémentarités entre les deux offres? Eh bien, ça va faire 1 an mi-novembre, donc on s'en approche à grands pas. Et donc, pour ceux qui connaissaient EasyRecruit, c'était une solution d'entretien vidéo différé, mais aussi une plateforme un peu plus largement de recrutement des candidats et de présélection des candidats. Et aujourd'hui, avec iCIMS, on offre vraiment la palette complète du process de recrutement, donc de l'attraction des candidats à travers des sites carrières, de l'engagement des candidats à travers des solutions d'engagement comme des chatbots, du recrutement par SMS, mais aussi, et c'est ce qui fait la base et le fondement d'iCIMS, son ATS, qui est donc un outil qui est un des numéros 1 dans le monde, et donc avec qui nous allons poursuivre la route en Europe. Très bien, parfait. Donc, ça y est, la jonction a été faite entre EasyRecruit et iCIMS. Amandine Reitz, de votre côté, est-ce que vous pouvez nous présenter votre fonction au sein d'iCIMS? Oui, bien sûr. Donc, en fait, je m'appelle Amandine Reitz et je suis la HR Manager IMIA d'iCIMS. Et donc, tout comme Julie, à la base, je travaillais pour EasyRecruit et il y a 11 mois et 1 semaine, donc on s'est fait racheter par iCIMS. Aujourd'hui, je suis la DRH IMIA qui s'occupe notamment des anciens salariés EasyRecruit, mais aussi de la fusion avec une autre entreprise qui a été rachetée en Irlande et qui fait plutôt de la recherche et du développement, et d'un bureau de croissance organique qui avait été créé à Londres et qui est très commercial. Et alors, du coup, pour la zone IMA, pour iCIMS, ça représente quel marché exactement? Alors aujourd'hui, on est présent en Irlande, en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne et à Dubaï. Maintenant, on couvre d'autres marchés depuis, par exemple, depuis Londres, on traite les pays nordiques. Depuis la France, on travaille la Suisse. Donc, on couvre toute la zone Europe et Moyen-Orient. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, nous allons passer 1 heure ensemble autour de ce webinaire pour partager les principaux enseignements de ce baromètre iCIMS HEC avec nos deux speakers. Je vais vous présenter les différentes séquences qui vont rythmer ce webinaire. Tout d'abord, après une courte introduction, nous allons naturellement passer à la présentation de l'étude et de l'analyse
de ce baromètre européen de l'expérience candidat, avec plusieurs slides que CAPSIMS va nous présenter. Et nous passerons ensuite, en fin de session de ce webinaire, à une session de questions-réponses, qui du coup sera très interactive avec nos participants, pour ceux qui veulent avoir des précisions sur ce baromètre et sur les implications des grands groupes dans la gestion de leur espace carrière. Naturellement, les participants peuvent poser des questions tout au long de la session. On pourra éventuellement y répondre à chaud au cours de ce webinaire, ou peut-être attendre le dernier quart d'heure si jamais il y a une série de questions du même ordre. Et naturellement, on retrouvera ce webinaire en replay ultérieurement sur la chaîne YouTube RH Matin, et aussi à travers un article qui sera diffusé sur la page d'accueil de RH Matin. Donc, nous allons revenir sur notre grande thématique de ce webinaire, hein, comment attirer les talents dans les grandes entreprises. Pour cela, iCIMS a monté un baromètre de l'expérience candidat que nous allons vous présenter, et ça sera concentré sur une analyse des sites carrières, des sites internet des groupes, qui est souvent présenté comme la clé de voûte de la stratégie d'attractivité RH. Nous allons pouvoir découvrir quelles sont les bonnes pratiques à un niveau européen, mais naturellement, nous nous intéresserons aussi à un focus français pour savoir concrètement quels sont les bons élèves en France sur cette thématique, et nous verrons éventuellement quel type de grandes entreprises françaises peuvent être prises en exemple. Alors pour cela, iCIMS et HEC ont mené une enquête auprès d'entreprises européennes. On a pris comme référence le listing du Fortune 500, et ce qui va permettre d'étudier des espaces carrières et le suivi des candidatures des plus grandes entreprises européennes. Et donc Julie Atlan va pouvoir nous présenter les principaux enseignements de ce baromètre qui vient de sortir. On a eu tous les éléments la semaine dernière, donc c'est vraiment une étude que nous décortiquons à chaud. Et Julie va nous présenter du coup différents slides pour retenir les principaux enseignements de cette étude. Tout à Julie, fait. on peut démarrer ? Allons, on y va. Merci Philippe. Effectivement, donc on est, c'est la deuxième étude que nous réalisons sur les sites carrières. Et voilà, j'espère que tout le monde voit bien la présentation. Donc, pourquoi est-ce qu'on a réalisé cette étude ? Très simplement parce que, comme le disait Philippe, aujourd'hui, les entreprises ont plus que jamais besoin d'attirer les meilleurs candidats et les accompagner dans le processus de candidature pour aller jusqu'au recrutement. Et donc, on s'était posé la question en 2019 de savoir finalement est-ce que les grands groupes européens et les grands groupes français pouvaient être vus comme des modèles. Est-ce qu'ils appliquaient les bonnes techniques, les bonnes pratiques ? Comment est-ce que les candidats vivaient un processus de candidature à partir de leur site carrière ? Et donc, on a lancé cette étude, une première édition en 2019, et on est ravis aujourd'hui de présenter la seconde édition de ce baromètre européen. Très simplement, comment est-ce qu'on va organiser tout ça ? Je vais revenir quelques instants sur la méthodologie du baromètre, comment est-ce que l'étude a été menée. Puis on fera un zoom sur quelques-unes des grandes tendances, parce qu'on a étudié plus de 18 indicateurs, donc on va revenir sur les principales tendances aujourd'hui. Et puis on vous donnera avec Amandine quelques bonnes pratiques pour améliorer votre expérience candidat. Et donc, la question était de se demander si ces entreprises européennes étaient des modèles. Et pour cela, nous avons demandé, en partenariat donc avec HEC Junior Conseil, d'analyser les différents sites carrières des 133 plus grandes entreprises européennes du Fortune 500. Donc, on leur a demandé d'analyser à la fois l'interface, donc c'est-à-dire à partir du site internet de l'entreprise, comment est-ce qu'on se retrouve sur la page carrière ou sur l'espace carrière, quelle est finalement l'expérience qui est vécue sur ce site, est-ce qu'il est facile à lire, est-ce qu'il est facile à décrypter, est-ce qu'on trouve des offres facilement. Puis ensuite, une fois que l'offre a été trouvée, comment est le processus de candidature ? Est-ce qu'il est simple ? Est-ce qu'il est rapide ? Est-ce que l'expérience est agréable ?
Est-ce que toutes les informations nécessaires sont dispensées? Et puis enfin, le suivi de candidature, une fois que le candidat a postulé, quel est le feedback qui est fait par l'entreprise? Si feedback il y a, et nous le verrons, ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Les candidats donc ont postulé pour un poste de commercial globalement, puisqu'on se disait que c'est le poste qui est le plus susceptible d'être présent parmi les offres de ces grands groupes. Et donc, nous avons passé à la loupe chacun de ces 18 critères et nous allons vous présenter les critères essentiels aujourd'hui. Alors, Julie, juste avant de passer sur le résultat, vous pouvez nous donner des précisions sur la méthodologie, notamment quand a eu lieu cette analyse finalement des sites Internet avec la collaboration des étudiants de HEC? Ça s'est fait sur tout le mois de septembre, c'est-à-dire que les étudiants d'HEC ont commencé à postuler sur les différents et à mener l'analyse sur les différents groupes fin août, et puis ont suivi tout le feedback durant tout le mois de septembre. Donc, c'est une étude qui a été menée en 30 jours sur donc, ces 133 groupes européens du Fortune 500. Très bien. Alors, du coup, je vous propose de commencer à décortiquer les principaux résultats de ce baromètre. Donc, en ce qui concerne l'interface, alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que quand nous avons réalisé cette étude en 2019, eh bien, figurez-vous qu'il y avait encore des entreprises qui ne disposaient pas d'espace carrière ou de site carrière. Alors, le chiffre était très marginal, mais il n'était pas nul. Donc, aujourd'hui, on est heureux de vous apprendre qu'en 2021, toutes les entreprises européennes du Fortune 500 ont enfin un espace carrière pour présenter à minima leurs offres. Après, quelle est la taille, quelle est l'expérience vécue sur ces sites carrières et sur ces espaces carrières? Eh bien, globalement, l'impression sur les sites carrières est plutôt bonne, mais elle n'est pas encore tout à fait excellente. On a une moyenne qui a été accordée de 3,1 sur le design sur 5. Donc, c'est vraiment sur la partie tout à fait objective sur le design, les images, est-ce que l'expérience est agréable quand on arrive sur cet espace carrière ou sur ce site carrière à part entière? Puisque je vous rappelle effectivement qu'on a analysé à la fois les espaces carrières, donc qui est un espace qui est hébergé sur le site de l'entreprise, et les sites carrières qui sont finalement une autre page avec ses propres onglets, ses propres façons d'interagir et qui est vraiment dédiée au recrutement. Donc, sur tous ces espaces-là, on a demandé aux candidats d'analyser à la fois le design et à la fois l'expérience utilisateur. Et pour l'expérience utilisateur, ils ont été un petit peu moins sévères puisqu'ils donnent la note de 3,5 sur 5 en moyenne sur donc, la facilité d'utiliser le site. Est-ce que les offres sont facilement trouvables? Est-ce qu'on y trouve l'information qu'en tant que candidat, on a besoin d'avoir avant de s'engager dans un processus de candidature? Donc, c'est sur ces sites-là, globalement, l'expérience est plutôt bonne. Maintenant, Amandine, on en parlait ce matin, me disait que finalement, ça peut paraître une bonne note, mais finalement, on est encore loin de l'excellence et qui est la vitrine aujourd'hui, le site carrière qui est la vitrine de l'entreprise, on s'aperçoit que les entreprises ont encore beaucoup d'efforts à faire. On a voulu regarder un petit peu par industrie, donc on a fait un petit graphique pour voir qui étaient les meilleurs en la matière et finalement, sans surprise, on s'aperçoit qu'en matière de grande distribution, en matière de commerce de détail, en assurance, là où le marketing a une place vraiment prépondérante, eh bien, on sent que cet impact, il est aussi fait sur la partie RH. Ce qui veut dire que globalement, c'est plutôt le secteur tertiaire qui accorde plus d'efforts en fait à l'ergonomie de leur site carrière que plutôt les industries du secondaire ou... C'est ce qui en ressort en tout cas dans notre analyse. D'accord. Après, c'est pas vraiment très surprenant non plus, puisque comme le disait Julie, en grande distribution, par exemple, on a l'habitude d'avoir un service marketing très fort parce qu'on doit attirer des consommateurs. Je pense que dans la pharmaceutique, c'est un peu moins le cas et un peu moins nécessaire. Et par ailleurs, la grande distribution recrute beaucoup.
et recrute beaucoup des profils qui ne sont pas forcément très qualifiés, a besoin d'un gros volume de candidatures, alors que je pense que les personnes qui font des études en pharmaceutique s'orientent naturellement vers des entreprises de l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a, on va dire, un écosystème de candidats qui connaît déjà ses employeurs potentiels, alors qu'en grande distribution, on a besoin d'attirer, au même titre que dans la restauration en ce moment, où il y a des grosses pénuries de talents, ce qu'on peut voir en France, mais encore pire aux États-Unis. Donc c'est normal qu'il y ait des efforts supplémentaires qui soient faits pour attirer et pour simplifier le processus de candidature. Ça me semble assez logique, en fait, comme ordre. Comme démarche, effectivement. Et c'est vrai que c'est souvent très marquant pour les candidats de regarder l'ergonomie, la fluidité finalement du processus. Ça fait partie quand même quelque part aussi de la marque employeur, de regarder quand même dans quelle mesure les entreprises accueillent les candidats sur leur site carrière. Tout à fait. Et en parallèle de cette expérience utilisateur, on a regardé si des outils d'engagement un peu plus modernes étaient intégrés à ces différents sites carrières, et notamment les chatbots de recrutement. On a beaucoup lu sur les chatbots ces dernières années et sur leur intérêt. Pourtant, on sent que la tendance est là, mais que l'utilisation n'est pas encore totalement adoptée par les entreprises. Et ça n'a pas beaucoup changé finalement par rapport à notre étude de 2019, puisqu'il y avait à l'époque 8% des sites de recrutement qui incluaient un chatbot. Aujourd'hui, on est à 9%. Donc, globalement, on reste sur une tendance assez plate. En revanche, des outils comme la vidéo qui ont très vite été adoptés par les entreprises parce que dans toute cette démarche d'authenticité, de partage de l'information, quand on sait que plus de 80% des contenus web aujourd'hui, selon une étude de Cisco, c'est de la vidéo, ça paraissait incontournable finalement pour faire vivre sa marque employeur d'utiliser de la vidéo. Et c'est un des chiffres aussi qui est en pleine croissance par rapport à 2019. En revanche, on peut se poser la question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles utilisent la vidéo de manière vraiment stratégique? Parce que pour aller plus loin, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des vidéos qui nous présentent les offres d'emploi? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une offre d'emploi, très souvent, c'est assez froid. C'est une liste à l'après-vert de missions et de compétences requises. On sait que certaines startups ont tenté d'y mettre un petit peu plus de storytelling et avec des formulations un peu moins formelles. Et aujourd'hui, la vidéo, ça peut clairement être un argument pour présenter une mission, faire parler un collaborateur qui va de manière tout à fait authentique, expliquer ce qu'il fait, expliquer son quotidien. Mais aujourd'hui, il n'y a que 8% des entreprises étudiées qui utilisent la vidéo sur ces offres d'emploi. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur ces principaux enseignements. Par exemple, l'usage des chatbots, c'est assez intéressant. À votre avis, pourquoi finalement l'usage reste assez frileux de ces types d'outils sur les sites de recrutement? Eh bien, je dirais, et Amandine pourra compléter, mais je dirais que la tendance était à la hausse clairement en 2019, puisque peu de temps auparavant, aucune entreprise n'avait de chatbot sur leur site de recrutement. Sauf que, on sait la période qui nous a un peu freiné ces 2 dernières années et que clairement, la marque employeur n'était probablement pas au cœur des problématiques RH, que les RH avaient potentiellement d'autres problèmes plus importants à gérer. N'est-ce pas, Amandine? Oui, je pense que le Covid n'a pas beaucoup aidé la marque employeur. En soi, quand on a fait du budget en RH, on l'utilisait sur d'autres sujets souvent que sur la marque employeur. Est-ce que c'était une erreur ou non? Je pense que ça dépend du plan de recrutement qu'on a cette année en 2021 et pour 2022. Si on n'a vraiment pas investi pendant 2 ans et qu'on doit beaucoup recruter maintenant, ça va être un petit peu difficile. Mais clairement, on avait beaucoup d'autres sujets à traiter et il y a eu pas mal de gel de recrutement dans beaucoup d'entreprises. Donc clairement, les investissements ne se faisaient pas sur la marque employeur. Et je dirais que le point fort du chatbot, en l'occurrence, qui a un peu évolué, c'est de simplifier le process de candidature, mais que des entreprises partaient de dire comme ça, mais partaient tellement loin que quelque part, le chatbot, c'était un petit peu tôt. D'abord, il fallait avoir un site carrière. Comme Julie le disait, il y avait quand même 8 entreprises sur les 130 qui n'avaient même pas de site carrière, alors qu'elles font partie du Fortune 500, ce qui est assez dingue. Donc maintenant, ils ont un site, ils ont des process de candidature qui se simplifient. Je pense que le chatbot va continuer d'évoluer, mais c'est aussi
ça nécessite pas mal de travail en amont quand on l'implémente, parce qu'il faut réfléchir aux process, aux questions qui sont posées, aux réponses qui sont données. Donc, il y a un travail en amont qui est nécessaire et qui prend un peu de temps. Il y a une courbe d'apprentissage qui est naturellement assez importante pour un usage pertinent de ces types de technologies de type chatbot. Mais après, une fois qu'on le prend bien en main, honnêtement, typiquement les vidéos dont on parlait, qu'on peut créer pour présenter le poste, la culture, les bureaux, etc., peuvent être partagées dans notre chatbot en fonction des questions qui sont posées. Et alors, ça ne remplace pas l'interaction qu'on a avec un être humain, mais pour autant, ça peut permettre aux candidats d'avoir des réponses plus immédiates et tout aussi qualitatives. Pour ensuite, une fois qu'on a l'intervention du recruteur, se concentrer sur l'exploration de ses compétences et sur des questions qui n'auront pas été traitées dans la vidéo, et donc avoir un échange plus profond quelque part. J'avais une question sur l'usage des vidéos sur les sites carrières et sur les offres d'emploi, et notamment sur les 2 baromètres que vous avez effectués entre 2019 et 2021. Ce qui est intéressant sur la période, c'est que naturellement, il y a eu la crise Covid-19 qui est intervenue entre les deux. Et du coup, est-ce que ça a modifié l'usage de la vidéo pour les RH par les grandes entreprises? Bon, on l'utilise beaucoup plus. On n'a pas le choix déjà. Puisqu'on ne pouvait pas se voir en vrai. Je pense que pour ceux qui n'avaient jamais fait d'entretien en vidéo live, quel que soit le support, on n'a fait que ça pendant un an et demi parce qu'on n'avait pas le choix. Et maintenant, on peut aussi en tirer profit. Je pense que sur les vidéos aussi de témoignages, on est un petit peu tous à la recherche d'un peu genre de chaleur, ça semble exagéré, mais on a des interactions qui sont plus transactionnelles et on rencontre moins les personnes en face à face. Donc, c'est vrai que ça manque un petit peu de contact humain et la vidéo, contrairement à un email ou un message vocal, ça apporte une petite touche supplémentaire pour le candidat qui n'aura peut-être jamais vu les personnes qui vont le recruter, ce qui nous est le cas des personnes qu'on a recrutées sur 12 mois. On ne les avait jamais vues en vrai, entre guillemets. On a eu beaucoup d'interactions vidéo avec eux. Donc la vidéo, en tout cas, moi c'est le centre de ma vie professionnelle aujourd'hui. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer un essor important de l'exploitation de la vidéo à des fins de gestion de ressources humaines. Et là, du coup, je parle à 2 experts qui proviennent d'EasyRecruit, donc qui finalement travaillaient à 100% sur ce type de solution de recrutement vidéo et d'interaction. Est-ce que vous voyez finalement quelque part une rupture entre l'année 2019 et finalement une période un peu post-Covid sur cet usage des vidéos sur la gestion RH? Alors là, on est clairement déjà sur le processus de recrutement et pas forcément sur l'amont, dans le sens où là, on parle de l'utilisation des vidéos pour parler de la marque employeur, des vidéos pour présenter l'entreprise. Et ça, clairement, la tendance est en hausse. Maintenant, sur toute la partie recrutement, je pense que c'est un autre sujet, mais Amandine, je pense que tu peux en témoigner. On a vu vraiment une utilisation croissante de l'outil vidéo, que ce soit pour la marque employeur, pour les processus de recrutement de manière globale. Pour vous donner une idée, alors c'est un chiffre, Julie ne va pas être contente, mais en mars 2020, quand on a commencé à être confiné, d'une semaine à l'autre, on a vu sur une de nos solutions une hausse d'usage de 1300%, pour vous donner un ordre d'idée. Donc oui, la vidéo a pris une importance très différente. Et comme beaucoup d'entreprises vont rester sur un mode hybride ou flexible de travail avec encore du télétravail, et nous, a fortiori, en ayant une organisation avec des bureaux à travers le monde, on n'utilise que de la vidéo au quotidien. Quand bien même on serait au bureau, quelque part, c'est même moins pratique de voir les personnes en vrai parce qu'il nous manquera toujours un des intervenants en physique. Donc, on fait par défaut en vidéo tout ce qu'on doit faire. Maintenant, sur la marque employeur, il y a, je pense, de plus en plus de vidéos parce qu'on a de moins en moins l'opportunité de présenter un candidat à la machine à café, un salarié qui peut lui expliquer son quotidien. Ce que moi, je faisais dans le passé et ça permettait... je pense de mieux savoir si la personne allait bien s'intégrer ou pas, en tout cas d'avoir quelques échanges informels. Aujourd'hui, je ne passe pas devant la machine à café et puis même si je suis là, il n'y a peut-être pas de collaborateur à la machine à café. Donc on le fait différemment. Et dans le passé, on avait
des entreprises qui étaient spécialisées dans la production de vidéos RH qu'on faisait venir, et qui faisaient des super vidéos très qualitatives, mais qui nécessitaient de venir au travail, d'un peu se préparer. Moi, je devais passer ma demi-journée à surveiller ce qui se passait pendant les tournages. Donc, c'est vrai que c'était assez chronophage et un peu coûteux malgré tout. Mais je peux dire que quand on envoyait un email de chasse à un candidat avec une vidéo d'un témoignage de quelqu'un qui faisait le même poste et qui expliquait pourquoi elle était contente d'être chez nous, bah, ça avait un impact beaucoup plus fort. On avait des taux de réponse qui étaient 2-3 fois supérieurs dans ce genre de cas. Donc, c'est une fois qu'on a fait le contenu, il faut surtout l'utiliser. Et dans les annonces, avoir un petit témoignage du manager qui dit ce qu'il va attendre et qui permet au candidat de se projeter, de se voir travailler avec la personne, ça aide beaucoup aussi. Alors après, encore une fois, avec le Covid, venir une journée pour assister à un tournage en respectant les mesures sanitaires, c'était un petit peu plus dur. Mais en l'occurrence, on a une application qui permet à nos salariés de volontairement, en tout cas, bon, c'est des volontaires désignés, soyons honnêtes. Mais donc, je suggère à des personnes d'être volontaires parce qu'elles sont plus à l'aise à l'oral et de faire des témoignages où nous, on configure des questions et c'est des applications, donc elles se filment elles-mêmes parce qu'elles ont pris l'habitude de se voir en vidéo pendant 2 années. Même si se revoir en vidéo, ça reste un petit peu dur. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très dur. Quand je dois regarder mes vidéos, je ne vais pas très bien. Mais en tout cas, ça nous permet de produire du contenu dans tous les départements, dans tous les pays. En plus, on a des options qui nous permettent de sous-titrer le contenu, c'est compris dans l'application, dans la langue qu'on souhaite. Donc, quelque part, je peux filmer, je peux demander à Julie de témoigner sur son job de responsable du contenu pour l'utiliser pour un poste aux États-Unis et ce sera sous-titré en anglais. Et elle expliquera ce qui est sympa dans son job et ce qui est plus dur aussi. Comme ça permet aux personnes de savoir où elles mettent les pieds. C'est vrai que c'est très enrichissant, je trouve. Et puis, ça permet de traiter un plus grand volume de candidatures parce que ça les attire, mais en même temps, quelque part, si on est transparent dans l'information qu'on partage et que ça permet de faire quelque part transpirer la culture de l'entreprise et le réel quotidien qu'on connaîtrait dans ce poste-là, mais ça permet aussi d'avoir des personnes qui continuent dans le process plus accrochées, mais aussi correspondre plus à l'environnement de travail. Donc, Et pour répondre, je pense que ça répondait plus ou moins à la question de Fabrice qui demandait s'il y avait des leaders dans les offres d'emploi par vidéo. Je ne sais pas si vous voulez dire en termes d'entreprise ou en termes de prestataires. L'application dont parle Amandine et qui est une application qui permet de faire des témoignages auto-générés par les collaborateurs sur simple invitation. Et c'est un exemple que vous pouvez retrouver, par exemple, sur le site de Aldi Monde. Donc, si vous allez sur le site d'Aldi, vous allez sur une offre d'emploi et là, vous allez voir une petite vidéo en pop-up qui sort et c'est une personne qui va expliquer pourquoi est-ce qu'elle se sent bien dans l'entreprise, ses différentes missions. Et donc, après, il n'appartient qu'à l'entreprise de dire je veux mettre cette vidéo sur mon site carrière ou bien je veux la mettre sur une offre d'emploi ou la partager sur les réseaux sociaux ou dans un email. Donc, c'est de manière assez simple qu'on peut utiliser ces vidéos qui sont auto-générées par les collaborateurs avec un outil clé en main très facile à utiliser. Et justement, cette phase où le candidat va se dire je sens que j'ai des valeurs communes avec l'entreprise, que la culture me plaît. Eh bien, comment est-ce que cette bonne expérience va se poursuivre aussi dans le processus de candidature? Et c'est pour ça qu'on a demandé dans un deuxième temps aux candidats d'analyser tout ce processus de candidature. Donc, de lancer un chronomètre à partir du moment où ils avaient trouvé l'offre qui leur convenait. Et avant de trouver l'offre, combien de temps est-ce qu'il leur fallait pour trouver cette offre? Donc, on leur a demandé le nombre de clics pour trouver une offre. Ce nombre de clics est peu ou prou le même qu'en 2019 et il se situe en moyenne autour de 5 clics. Ce qui correspond globalement à donner une information sur le département dans lequel vous voulez travailler, si vous voulez un CDI, un CDD, la localisation éventuellement, et puis peut-être scroller autour de 2-3 pages pour trouver la bonne annonce. Mais voilà, ça reste globalement assez simple aujourd'hui de trouver une offre d'emploi sur les sites carrières des entreprises européennes. En revanche, sur le temps moyen pour postuler, et on va le voir sur la slide d'après, il est d'en moyenne 6 minutes, ce qui reste quand même assez important quand on se met dans la peau d'un candidat qui va postuler à 10, 20 entreprises
en 1 ou 2 journées. Donc, ça reste assez conséquent. Les pays dans lesquels on prend le moins de temps pour postuler, ce sont plutôt les pays du Nord. La France n'est pas si mal placée, donc nos champions français se débrouillent plutôt bien et on va voir pourquoi. Et puis à l'inverse, des pays comme la Belgique, la Grande-Bretagne ou encore l'Italie sont des pays dans lesquels il faut un petit peu plus de temps pour postuler. Et Julie, sur la moyenne, 5,5 clics pour aboutir à un processus de recrutement, c'est assez stable, mais on pourrait imaginer que finalement, les entreprises cherchent à accélérer ce processus de candidature. Alors là, c'est vraiment trouver l'offre. Trouver l'offre. On n'est pas encore sur le processus de candidature parce que vous allez le voir, pour le processus de candidature, c'est plus long puisqu'il faut en moyenne 26 clics pour postuler contre 41 en 2019. Donc, on voit que concrètement, des efforts ont été déployés pour faciliter le processus de candidature. Et comment ça se démontre? Aujourd'hui, il y a 50% des entreprises qui ont intégré un bouton ou une possibilité de postuler en un clic, ce qui est sensiblement la hausse la plus forte de tout le baromètre. Dans le sens où en 2019, on était à moins 22% sur ce chiffre-là. Ouais. Donc, il y a eu un effet Amazon là, sur ce clic-là, parce que c'est vrai que Amazon nous a tous habitués à faire des achats en un clic finalement. Est-ce que finalement, il y a une répercussion sur les services RH Clairement, il y a une répercussion parce que c'est aussi des attentes des candidats d'avoir tout rapidement. Finalement, c'est plutôt une tendance macro qu'une tendance spécifique au recrutement. On commande un taxi en un clic, on commande une pizza en un clic. Et pourquoi est-ce qu'un candidat aujourd'hui ne pourrait pas postuler en un clic? C'était, je pense, le fondement du postuler en un clic qu'on a vu sur LinkedIn. Et d'ailleurs, de nombreuses entreprises utilisent ce postuler en un clic par l'intermédiaire des profils LinkedIn et on va le voir après. Il y a vraiment eu une démarche de comment est-ce qu'on va simplifier l'acte de candidature très basique et pas forcément la réception des informations. Parce qu'aujourd'hui, on a vu aussi que il n'y a plus que 56% des entreprises qui demandent la création d'un compte. Alors, le plus que est mal choisi parce qu'on devrait peut-être dire il y a encore, parce qu'on sait que créer un compte, mettre son adresse email, entrer un mot de passe pour chacune des entreprises dans lesquelles on postule, c'est assez lourd. Par contre, il y a un vrai effort qui a été fait puisqu'on était à 76% en 2019. Il y a quand même une volonté de fluidifier le parcours du candidat pour aller à l'essentiel, quitte à passer la phase de création d'un compte particulier. Tout à fait. Imaginez le nombre de clics. Je ne sais pas combien de fois j'aurais abandonné sur les 41 clics, mais je pense pas mal de fois. Et si je me souviens bien, Julie, il y a 2 ans, l'entreprise qui avait le process le plus long, il fallait 129 clics pour postuler quand on avait trouvé l'offre. 129, je pense que j'ai abandonné 5 fois en moyenne. Et cette année, ils sont à 38. Donc, on voit qu'ils ont identifié ce problème. 38, c'est encore très long, mais c'est quand même beaucoup mieux. J'ai abandonné qu'une seule fois, en gros. Surtout quand on sait, Amandine, de ce qu'on se disait en préparant cette session, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a quasiment toutes les informations dont un RH ou un recruteur a besoin sur un CV pour effectuer une première présélection très classique. Et que on se retrouve avec des formulaires à rallonge avec plein d'informations qui sont peut-être pas sur un premier acte de candidature nécessaire. Oui, et à ça, il faut ajouter aussi la tendance au first mobile, c'est-à-dire qu'on donne la priorité aux usages par smartphone plutôt que par un ordinateur fixe. Et donc, du coup, il faut que ce soit beaucoup plus rapide sur un smartphone que depuis un ordinateur fixe. Donc, du coup, on peut comprendre effectivement ces tendances à vouloir accélérer les processus d'offres, de présentation des offres. Tout à fait. Et ça fait aussi partie des critères qu'on a étudiés, qu'on n'a pas forcément mis en avant aujourd'hui parce que aujourd'hui, ça semble être un prérequis, en tout cas pour les entreprises, d'avoir un site ou un espace carrière qui soit mobile friendly. Et donc aujourd'hui, 100% des entreprises qu'on a étudiées
ont une accessibilité mobile depuis de leur site carrière. Donc ça, c'est un fait qui est, je pense, bien intégré, en tout cas par les grandes entreprises. Et si on veut peut-être un peu mettre en perspective avec la France, en moyenne, on est un peu en dessous des 27 clics, des 26 clics pour postuler, puisqu'en France, on compte seulement 20 clics. Donc, on est parmi les bons élèves. Il faut savoir aussi qu'il y a 67% des compagnies, des entreprises françaises du panel qui offrent la possibilité de postuler en un clic à travers soit les médias sociaux, soit à travers les job boards. Donc, c'est vraiment, on est plutôt en bonne position en France au niveau du processus de candidature. Oui, alors sachant qu'il faut rappeler, du coup, pour revenir juste sur la méthode, il y a combien d'entreprises françaises, du coup, qui sont intégrées dans le classement? Il y en a 31. 31. Ouais. D'accord, donc ça permet effectivement d'avoir une idée. Oui, on a vraiment pris les 133 entreprises européennes de manière complètement exhaustive, non exhaustive. Et bien entendu, du coup, il y a des pays sur lesquels il va y avoir simplement une compagnie, une entreprise qui a été étudiée. Donc, c'est pour ça que nos résultats, on les veut vraiment globaux. Alors, la liste, quelqu'un nous demande la liste des 133 entreprises. Écoutez, c'est très simple. Sur le site du Fortune 500, il y a une petite case qui permet de cocher Europe. Et donc là, vous avez toutes les entreprises qui en font partie et qui ont été étudiées. En revanche, dans le baromètre, vous retrouverez le panel avec les avec les nombres d'entreprises par pays. Mais on n'a pas une étude vraiment détaillée par pays, parce que l'idée, voilà, c'est d'avoir une vision globale des pratiques au niveau européen. Donc, ce n'est pas forcément des focus nominatifs par entreprise, mais c'est pour avoir une tendance globale d'un point de vue géographique ou par secteur d'activité. Exactement. Et bien entendu, on en parlait tout à l'heure, et c'est là que le bas blesse. Je suis désolée de vous le dire, chères entreprises qui nous écoutez aujourd'hui, mais les entreprises ignorent encore énormément les candidatures. Alors, on en discutait avec Amandine, le manque de temps, le manque d'outils, le nombre de candidatures qui est parfois très, très compliqué à traiter. Mais le constat est là. Aujourd'hui, il y a vraiment plus de la moitié des entreprises qui ignorent les candidatures, puisque sur les 133 entreprises, seulement 59 ont pris la peine de répondre, alors que ce soit de manière automatique ou un petit peu plus personnalisée, aux candidatures qui leur ont été transmises. J'ai 54%, je pense. C'est ça. Alors, c'est 54% des entreprises qui ont envoyé une réponse dans les 15 premiers jours. D'accord. Donc, le temps de réponse, on voit que globalement, les entreprises qui répondent plutôt vite, puisque sur la concentration des 8 premiers jours, on a quasiment la grande majorité des entreprises. Donc, quand une entreprise répond, elle répond vite. En revanche, quand une entreprise ne répond pas, elle ne répond pas du tout. Donc voilà, c'est encore un des vrais points faibles de l'expérience candidat, parce qu'on le sait aujourd'hui, un des piliers, c'est vraiment le feedback. Et un candidat qui prend le temps de postuler, qui montre de l'intérêt pour l'entreprise, eh bien aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer, parce que c'est peut-être un excellent candidat pour demain. Peut-être qu'il ne correspond pas aujourd'hui à un poste en particulier, mais peut-être que demain, il pourrait convenir sur un autre type de poste. Donc, vraiment, soigner son expérience de A à Z est importante. Et donc, le feedback en fait clairement partie. C'est un des points vraiment très importants de l'expérience candidat. Et on sait que ce n'est pas toujours facile. Et justement, on voit que donc 7% des entreprises étudiées n'envoient même pas d'email automatique à l'issue de la candidature. Donc, c'est-à-dire que non seulement l'entreprise ne répond pas, mais c'est silence radio. Le candidat n'est même pas en mesure de savoir si sa candidature a été bien reçue. En revanche,
pour les refus, et ça, Amandine, tu nous le diras, on peut le comprendre, 97% des refus ont été effectués par email. C'est rare qu'on appelle un candidat pour lui signifier son retour, surtout quand on en a 250 dans le pipe sur certains postes. Alors, petite précision, c'est des refus après candidature, mais sans qu'il y ait eu d'entretien. Quand les personnes ont investi du temps et ont passé des entretiens, j'espère que c'est 97% par téléphone et qu'on inverse la tendance. Bien sûr. Mais oui, évidemment, là en Italie, parfois je reçois 800, 900 candidatures pour un poste. J'appelle pas 799 personnes pour leur dire non, quoi. C'est pas possible. Et justement, et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'entre 2019 et 2021, sur le baromètre de 2019, aucune de nos candidatures n'avait été acceptée dans aucune des entreprises. Et là, cette année, on a eu le plaisir d'avoir 3 recruteurs au téléphone qui ont proposé à nos candidats d'avancer dans le process. Donc, c'était plutôt un bon signe, un signe que l'emploi vraiment repart et qu'il y a des besoins dans les entreprises qui sont forts. Et toutefois, sur ceux qui n'ont pas été recontactés, en tout cas par téléphone, certains ont été recontactés par LinkedIn lorsqu'ils avaient postulé en un clic. Ils ont reçu un refus par LinkedIn. Et de manière générale, 88% des retours qui sont envoyés par email aussi sont faits par une adresse générique et non par une adresse avec un RH identifié, de manière à ce que le candidat puisse poursuivre un échange. Donc, c'est vraiment de manière générale très peu personnalisé. Il y a quelques candidats qui nous ont même signifié que certains des retours étaient non seulement non nominatifs, mais ne mentionnaient même pas le poste pour lesquels ils avaient postulé, ce qui, quand on postule à beaucoup de postes, n'est pas forcément facile non plus pour le candidat de s'y retrouver. Et à juste titre, quand on disait que l'expérience candidat, ça va vraiment depuis le moment où il arrive sur le site carrière au premier feedback, je pense qu'on a clairement encore, et partout en Europe, des efforts à faire. Oui, c'est vraiment important de développer le réflexe du feedback personnalisé. Globalement, on a bien compris qu'il y a encore beaucoup d'efforts à réaliser en la matière. Naturellement, on peut comprendre aisément le recours assez instinctif à des réponses automatiques aux candidats, mais il faut quand même essayer d'aller plus loin dans cette approche, ne serait-ce que pour ne pas décevoir ces fameux candidats qui font quand même l'effort de venir voir les entreprises. Oui. Il y a quand même encore beaucoup de progrès à réaliser en la matière, si j'ai bien compris. Tout à fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur les 31 entreprises françaises, toutes ont envoyé à minima un mail de réception de candidature. Donc ça, c'est encore plutôt un bon signe. Et Régis nous demande pourquoi l'expérience candidat dans le recrutement n'est pas aussi performante que l'expérience client. Amandine, est-ce que tu as un avis là-dessus? J'imagine qu'il y a des moyens déjà. C'est une question qui vient de Pôle emploi, à mon avis d'ailleurs, mais connaissant un peu l'interlocuteur. En fait, je pense que souvent, sur l'expérience client, les entreprises font un effort supplémentaire parce qu'elles essayent d'attirer un maximum de clients, alors que parfois, elles sentent que le rapport de force ou de pouvoir n'est pas le même avec les candidats, ce qui est assez faux en réalité en fonction du type de profil qu'on recrute. Et j'ai envie de dire, même pour tout type de profil aujourd'hui, quand on voit les pénuries de talents, y compris sur des postes peu qualifiés. Mais c'est ce biais qui nous laisse penser que le candidat doit être reconnaissant qu'on s'intéresse à lui, alors qu'en fait, on a besoin de tout faire pour l'attirer aujourd'hui. Donc, je pense que c'est juste le temps d'évoluer et de faire évoluer les mentalités de tout le monde. Parce que c'est un choix mutuel, un recrutement, donc il faut aussi un petit peu vendre son histoire et son entreprise et faire des efforts dessus. Mais on voit en tout cas que la tendance est d'investir de plus en plus dans l'expérience candidat dans la plupart des entreprises. Et justement, un moyen aussi de pouvoir s'aligner un petit peu. On parlait tout à l'heure des chatbots. On voit que en matière d'expérience client, le chatbot, il est de plus en plus présent. Qu'on aille sur les sites des grandes enseignes de grande distribution, quand on va sur les sites, par exemple, les compagnies aériennes ou les...
il y a de plus en plus des chatbots qui sont mis à la disposition du client pour pouvoir avoir de l'information. Et donc, cette tendance qui monte gentiment dans le recrutement, on peut espérer qu'elle va prendre un peu plus d'ampleur. Et aussi parce que, comme disait Amandine tout à l'heure, les RH n'ont pas forcément les mêmes priorités au même moment et les mêmes budgets associés. Et c'est pour ça que de plus en plus, les entreprises ont besoin de se doter d'outils qui vont les accompagner pour pouvoir soutenir tous ces différents challenges d'engagement et d'attraction des candidats. Donc, c'est aussi, je pense, un élément fort, c'est de pouvoir se donner les moyens et ça fait partie des grands enjeux de pouvoir choisir les bons partenaires qui vont nous accompagner sur ces sujets-là d'expérience candidat. Alors, Julie, Amandine et Bidika, je vous propose d'avancer sur le suivi de l'exposé pour arriver jusqu'à la conclusion et puis laisser un peu de temps pour une session de questions-réponses. Eh bien, on y arrive puisque cette conclusion, finalement, c'est qu'est-ce qu'on a tiré comme grand enseignement et qu'est-ce qu'on peut éventuellement envisager comme bonne pratique pour une meilleure expérience candidat. Amandine, je ne sais pas si tu veux commencer par la partie attractivité. Attractivité, avoir un site carrière, visiblement, c'était pas une évidence il y a 2 ans, mais en avoir un, c'est déjà un bon premier pas. Et je pense bien le faire en y réfléchissant un petit peu, en essayant à travers sa ligne éditoriale de faire ressortir la culture d'entreprise. Et c'est des choses que Julie nous avait appris quand elle nous a rejoints il y a 4 ans, c'est que en tant que plus petite entreprise, il ne fallait pas qu'on s'inspire du modèle de grande entreprise du CAC 40 parce qu'on n'avait pas la même culture d'entreprise. Il faut juste montrer qui on est pour que les personnes soient intéressées pour de bonnes raisons. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la vidéo, en tout cas pour nous, a un impact très positif. Les mettre à disposition sur le site carrière, mais aussi sur l'offre d'emploi avec un petit témoignage du manager. Si on a des solutions qui nous permettent d'enregistrer rapidement sa vidéo, honnêtement, ça prend 10 minutes à enregistrer. Encore une fois, en fonction de la personne, c'est pas très plaisant de regarder sa vidéo, mais on peut tous le faire. Après, sur le chatbot, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que ça peut être vraiment très très bien si c'est bien fait et si on prend le temps de bien faire. Mais pour faire le lien, par exemple, avec le point précédent sur la réponse aux candidatures, ce qu'on avait fait sur notre premier chatbot, c'était de préparer un set de questions qui permettait de qualifier les candidats ou non au poste qui les intéressait après qu'ils aient vu des vidéos pour leur présenter le poste. Parce qu'ils faisaient leur recherche que sur le chatbot en échangeant avec un interlocuteur virtuel qui l'orientait vers des postes, qui lui montrait des témoignages. Derrière, la personne postulée devait répondre à quelques questions. Et si son salaire ne correspondait pas du tout au budget, on lui disait de façon assez transparente, désolé, mais aujourd'hui, ça ne correspond pas à cette offre-là, mais on vous propose de garder votre candidature pour plus tard. Et ça me créait un vivier en back-office qu'on pouvait recontacter avec toutes les données enregistrées. Et honnêtement, c'est un vrai gain de temps. Pour ne pas avoir des candidats qui sont complètement hors scope, mais 2 aussi pour se construire un vivier de personnes à recontacter. Et si derrière, on a un CRM ou un ATS qui nous permet d'alimenter ce vivier avec du contenu, de leur expliquer les évolutions de l'entreprise, etc., ça permet de les garder engagés au même titre qu'on engage des clients ou des prospects dans un département marketing ou commercial. Donc, c'est vraiment de s'inspirer pour moi de ces départements qui sont souvent en effet plus en avance. Est-ce qu'on peut avoir une idée dans quel type d'entreprise on trouve les meilleurs usages de chatbot, sans forcément donner le nom de l'entreprise, que je sais que vous êtes lié à des causes de confidentialité, mais on peut avoir il y a peut-être un secteur d'activité où l'usage du chatbot est le plus pertinent dans les RH. Non, pas nécessairement en tout cas sur les 14 entreprises qui ont un chatbot sur les 133. C'est difficile d'avoir une tendance générale. Il y a 4 entreprises en France, en tout cas, qui ont intégré un assistant digital sur leur site de carrière. Pour le moment, je dirais qu'il n'y a pas vraiment encore de tendance forte qui se décide avec certains secteurs en particulier. Par contre, ce que je peux dire, c'est que en tout cas, dans l'attractivité du chatbot, on note en tout cas des entreprises qui ont besoin de filtrer rapidement également des candidatures.
des entreprises qui reçoivent énormément de candidatures et qui ont besoin de faire un premier filtre. Je pense notamment à l'un de nos clients espagnols qui avait besoin de recruter très simplement des livreurs de pizza et qui recevait encore dans sa tonne de candidatures des candidats qui n'avaient pas le permis. Donc, il nous a dit, nous, le chatbot, dans un premier temps, ça nous permet déjà de faire un premier filtre sur des critères qui sont déterminants pour engager quelqu'un chez nous. Donc, sur des métiers où il va y avoir soit des prérequis très forts ou des volumes de candidatures très, très importants, le chatbot peut avoir une utilisation vraiment, ça fait gagner un temps fou aux recruteurs. Et sur la partie engagement, du coup? Et sur la partie engagement, Amandine, est-ce que tu veux poursuivre? Ce que disait, l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur le nombre de clics pour postuler, alors on est passé de 41 à 26 et la France est un bon élève à 20, soit. Mais aujourd'hui, normalement, quand on charge son CV ou son profil LinkedIn, ça peut être pré-rempli si on a un outil qui est bien fait. Et donc, si vous êtes en train de vous équiper d'un nouveau logiciel de recrutement, je vous invite à vérifier que ça fonctionne parce que je pense que si déjà moi, je n'ai pas la patience de compléter un formulaire, les personnes qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui et qui ont cette habitude de faciliter et de tout faire en 5 secondes et en cliquant une fois, ne sont pas prêtes à passer 6 minutes à remplir 21 champs. Quand bien même on est bien meilleur que dans le passé. Et évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, l'email automatique qu'on reçoit quand on postule, que je trouve horrible, si vous n'avez pas de réponse sous 3 semaines, c'est qu'on ne veut pas de vous. C'est horrible, mais ça reste la base qui n'est pas faite par tout le monde. Et ça prend 5 minutes à programmer normalement dans son logiciel. Donc, je pense que le faire, c'est un minimum. Moi, après, le petit tips qu'on va dire que j'ai mis en place, c'est que j'ai plusieurs mails de rejet. Et donc, j'en ai un en disant, vous n'avez pas encore assez d'expérience, c'est pas ouvert à des alternances, ou votre profil ne correspond pas, et ça, c'est que sur CV. Mais une fois qu'on a eu des premières interactions, que ce soit à l'oral, à ce moment-là, on fait le retour à l'oral et on gagne du temps. Mais on utilise aussi pas mal les entretiens vidéo différés. J'ai typiquement les raisons de rejet, ça va être le niveau d'anglais, parce qu'on ne recherche que des personnes qui ont un niveau courant, ou encore une fois les prétentions salariales, ou un niveau de technicité qui n'est pas atteint. J'ai des mails types négatifs qui, comme ils sont types, ne sont pas personnalisés, mais pour autant, c'est la vraie raison pour laquelle le candidat ne va pas aller l'avant. Et j'ai reçu souvent des emails me remerciant du retour, alors que c'est un mail automatique, donc je suis presque gênée qu'on me remercie de ça. Mais visiblement, c'est tellement peu courant que c'est très apprécié. Donc, créer ces emails, il m'a peut-être fallu 45 minutes parce que je ne suis pas une écrivaine de nature et que j'ai dû le faire en plusieurs langues, donc ça m'a pris beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, une fois qu'on l'a paramétré, on n'a plus qu'à cliquer sur un bouton pour dire non et ça laisse pas le même impact. Et c'est ce qui fait que quand on recontacte les candidats qui étaient trop juniors 2 ans plus tard, ils n'ont pas une mauvaise image de nous, mais qu'aussi, parfois, le grand frère, le père, le cousin de cette personne correspond peut-être à un poste qui est chez nous et ils peuvent nous le recommander. Donc prendre soin de tous les candidats en automatisant un maximum de choses, ça se fait plutôt bien, mais il faut prendre parfois un petit peu le temps en amont de réfléchir les choses pour derrière gagner du temps et donner une meilleure image. Donc voilà, alors après, oser le recrutement par SMS, j'ai dit, c'est ce que j'en pense. Moi, j'aime pas les SMS. Mais c'est une tendance forte qu'on observe. Ouais. Puisqu'effectivement, il y a un chiffre qui montre que 100% des SMS envoyés sont lus. Donc, en tout cas, c'est une tendance assez forte qui fonctionne plutôt très bien aux États-Unis. Et donc, comme on sait qu'en général, les tendances viennent de là-bas, il n'est pas impossible qu'on voit arriver cette tendance-là sur le marché européen. Et Leslie nous demande comment recruter par SMS. Eh bien, très simplement, c'est lorsque votre ATS vous permet d'envoyer des communications par SMS à vos candidats, donc pour leur signifier exactement comme peut le faire un vendeur en ligne qui va vous dire, voilà, votre candidature a été prise en compte et est en train d'être examinée. Votre candidature, plus que quelques jours pour avoir votre retour. Et le jour où vous avez votre retour, c'est vraiment un échange comme vous le faites aujourd'hui par email, mais simplement par SMS et c'est inclus dans l'ATS, ce qui permet
de ne pas utiliser votre numéro personnel, ce qui paraît quand même la moindre des choses, et puis d'automatiser tout un tas de communications et d'avoir des historiques de suivi des conversations. Donc, c'est vraiment simplement un outil supplémentaire pour communiquer avec des candidats qui sont, comme le disait Philippe tout à l'heure, très mobile first et qui font tout à partir de leur smartphone. Mais à partir de quand on peut utiliser ce canal SMS, en fait? Est-ce que c'est pour mener des campagnes à grande échelle ou après avoir effectué un premier filtre où on se dit ces candidats-là en particulier sont vraiment très intéressants pour nous? Eh bien, vraiment à tout moment. Dans la mesure où c'est automatisé. Donc, si vous voulez faire un premier envoi un peu de masse auprès de tous les candidats qui ont postulé à votre offre pour leur signifier que leur offre a été prise en compte et allait être examinée, mais ça peut être par la suite pour fixer un rendez-vous avec un recruteur pour aller plus loin dans le processus de candidature. Donc, c'est vraiment quelque chose, quand il est bien intégré à l'ATS, reste relativement facile. Et on parlait tout à l'heure, avant de laisser peut-être la possibilité de poser aux participants de poser quelques questions complémentaires qu'ils auraient peut-être. C'est pour nous tout l'intérêt, en tout cas aujourd'hui, d'avoir des outils qui vont venir répondre à chacune de ces problématiques. Et ces problématiques, elles sont de plus en plus diversifiées. Et donc, ça peut faire clairement peur aux recruteurs de se dire encore un outil à intégrer, mais comment je vais faire pour m'en sortir avec tous ces outils. Et c'est aujourd'hui clairement en tout cas, ce que nous, on propose aujourd'hui chez iCIMS, c'est d'avoir une plateforme vraiment complète pour attirer, engager, recruter et développer les talents, en pluguant tout un tas d'outils sur votre ATS pour venir faire un socle commun, mais aussi qui vont s'intégrer à votre écosystème RH, donc qui vont être plugués avec un HCM ou avec un écosystème SIRH plus global. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est dédiée 100% au recrutement et au développement des talents. C'est pas du RH global, c'est vraiment attirer, recruter et développer les meilleurs talents. Donc, c'est ces plateformes unifiées qui vont permettre de répondre à toutes ces problématiques qui vont permettre d'améliorer, in fine, l'expérience candidat. Et donc, c'est effectivement un véritable outil stratégique pour attirer des nouveaux collaborateurs, les nouveaux talents. Hein. On parle beaucoup de la guerre des talents ces temps-ci, mais c'est vrai que pour certains secteurs et pour certains groupes, c'est stratégique cette phase de recrutement, surtout en cette période où l'économie redémarre et finalement, il est important de trouver les bons collaborateurs au bon poste dans les grandes entreprises. Et de remettre, comme le dit Régis dans les questions, sur l'intérêt de remettre... alors, je ne vais pas sortir la phrase typique que tout le monde sort, remettre l'homme au cœur des stratégies. Ça, on l'a redit depuis des années et ça n'avance pas forcément, mais je pense qu'il y a des entreprises qui ont vraiment à cœur de soigner leurs collaborateurs et qui ont vraiment à cœur de soigner le parcours qu'ils vont leur proposer en interne. Bien entendu, les clients, c'est du revenu, mais les ressources humaines, c'est ce qui vont permettre d'accéder à ce revenu. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Amandine, mais je pense qu'on est en pas trop mal position pour accéder à ces... Je pense que ça évolue dans le bon sens. Est-ce que ça évolue assez vite? C'est une autre question. Mais je pense que ça dépend aussi pas mal de l'industrie dans laquelle on est, assez tristement. Alors, j'ai envie de dire, Julie et moi, on a de la chance, entre guillemets, notre entreprise, son seul vrai actif stratégique, c'est les personnes qui la composent, parce qu'on ne produit pas quelque chose de tangible. On a besoin de tous des êtres humains qui composent l'entreprise pour porter nos sujets et pour faire grandir l'entreprise. Après, il y a d'autres secteurs où malheureusement, on considère plus des ressources que des êtres humains, et ça depuis la nuit des temps. Maintenant, je pense que ce que nos collègues américains appellent the Great Resignation et le fait qu'on soit tous en manque de ressources, nous, on l'a toujours été. On a toujours recruté des profils très pénuriques et très qualifiés. Donc, on a été obligé de prendre soin de tout le monde par définition du départ. Mais d'autres secteurs avaient moins besoin de le faire et commencent à devoir se poser des questions parce qu'elles n'arrivent plus à recruter les personnes dont elles ont besoin.
Et je pense que ça va pousser à des réflexions et accélérer le changement dans d'autres secteurs. J'espère en tout cas. Effectivement, c'est un mouvement important à suivre. Je vais reprendre la main car l'heure est déjà passée de webinaire, c'est passé très vite et on a eu beaucoup d'interactions et quelques questions sur le fil de chat. Il est temps de terminer l'événement. Alors, c'est vrai que la conclusion globale, on pourrait dire que c'est tout de même important d'animer cette phase de processus de recrutement et de développer la personnalisation des feedbacks pour éviter que ces candidats ne soient que des numéros ou que des CV, alors que ce sont vraiment des personnes derrière et on imagine tout le travail qu'il y a à faire de la part des grandes entreprises pour développer ce type de service plus humain, finalement, quelque part, plus personnalisé. Et je ne doute pas que iCIMS fournit beaucoup d'efforts dans ce sens pour parvenir finalement à un recrutement plus humain, si j'ai bien compris. Exactement, c'est le digital au service de l'humain, même si parfois c'est difficile à intégrer pour certaines personnes que le digital peut contribuer à rendre un processus plus humain. Mais c'est en automatisant et en gagnant du temps qu'in fine, on va passer plus de temps réel avec les personnes, avec les candidats, avec les collaborateurs. Et c'est... Le digital au service de l'humain. C'est sur cette belle conclusion que nous allons vous laisser. Merci Julie, merci Amandine pour ce webinaire. Merci Philippe. Naturellement, vous retrouverez cette session en replay sur la chaîne YouTube de RH Matin et à travers un prochain article sur RH Matin. Donc, je pense que du côté de iCIMS va assurer le suivi de cette session. Nous aussi, on a des feedbacks et donc, naturellement, il y aura un suivi de ce webinaire pour l'ensemble des participants. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents pour cette session et à très bientôt pour un nouveau webinaire Newstank RH et RH Matin. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.